Bonjour et bienvenue à votre émission Parlons BD où on va, vous allez être surpris, parler de BD. Quand on parle de BD, on parle bien sûr de bande dessinée, cet univers fantastique qu'on aime beaucoup. La semaine passée, on est rentré dans l'univers de la bande dessinée européenne et aujourd'hui, on va continuer ça, mais dans un cas particulier, on va parler du cas Tintin. Pourquoi? Parce que Tintin, il est important, c'est un incontournable, tout le monde le connaît, il a été publié partout à travers le monde, on va même vous le prouver tantôt. Mais avant ça, je vais vous présenter la personne qui va nous éclairer de sa sagesse et de sa grandiloquence. Je parle bien sûr de Monsieur Jérôme Gagnon, historien, enseignant et amateur de bande dessinée. Bonjour Jérôme. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, j'essaie toujours de faire des présentations farfelues. T'as remarqué? Ben oui, c'est réussi. Merci Jérôme. Cette semaine, on va parler de Tintin. Oui. On va parler de Tintin parce que Tintin, il est important. Je veux dire, tout le monde connaît Tintin. Est-ce que c'est Tintin qui a mis un peu la bande dessinée sur la map? Oui, en tout cas en Europe. En Oui. Europe, ça c'est sûr. En fait, on parle souvent, pour la majorité, pour les non-connaisseurs, la bande dessinée, c'était inventé par Hergé. Ouais. Encore que Hergé, il y a eu des prédécesseurs, on en a parlé un peu la semaine passée. Cependant, Hergé a développé un style qui est à lui, qui va faire école et puis qui va être adopté par beaucoup d'autres BDistes européens et même en dehors de l'Europe. Du côté des États-Unis aussi, il y a des BDistes qui vont utiliser ce qu'on appelle le style Tintin. Mais dans les milieux de la bande dessinée, on parle de la ligne claire. La ligne claire, c'est le style qui a été développé par Hergé. C'est quoi? C'est quoi la ligne claire? Dans le fond, c'est, son nom l'indique, c'est une ligne qui est claire autant au niveau du dessin que du scénario. Okay. Au niveau du scénario, l'histoire, les aventures sont claires. Sont claires dans le sens qu'ils sont bien définis. On a les méchants, on a les bons, et puis peu importe l'aventure qu'il va avoir, quoi qu'il y a des exceptions, là, tout est bien défini. Il n'y a pas de zone d'ombre dans l'histoire. Du côté du dessin, c'est la même chose. Mais là, on parle d'une technique qui est bien précise. C'est que tous les éléments de la bande dessinée vont être définis par une ligne à l'encre noire. Okay. Au départ, les premiers Tintins sont nés en noir et blanc, dans des journaux, et la ligne claire, en fait, c'était le dessin. C'est qu'au départ, Hergé utilisait un crayon plomb, puis ensuite, les traits qu'il décidait de sélectionner comme étant les traits définitifs, il les faisait à l'encre noire. Et puis, le dessin était publié de cette façon-là. Il y a moins de texture, là, au niveau. Il y a moins de texture, il n'y a pas d'ombrage beaucoup. Et puis, à partir du moment où on a commencé, dans les années 40, à ajouter la couleur dans les albums de Tintin, ben là, chacune des couleurs était aussi bien définie. C'est que quand on regarde un dessin d'Hergé, chacune des couleurs, d'abord, est peu nuancée. Les culottes de Tintin sont telle couleur brune, le chandail bleu, les cheveux sont de telle couleur. Et c'est le cas pour à peu près tous les personnages et tous les éléments du dessin. Et ils sont définis par un trait de crayon à l'encre noire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la ligne claire. Okay. Peu de nuances et des images qui sont très claires au point de vue de la définition. Puis qu'est-ce qui a fait que Tintin, ça a marché autant que ça? Qu'est-ce que c'est venu chercher chez le lecteur là, pour que ça devienne cette grande histoire d'amour que le lecteur a eue avec Tintin? D'abord, on parle d'un des premiers personnages de bande dessinée. Il y en avait eu d'autres, mais Tintin, comme aux États-Unis d'ailleurs, va naître dans un journal. Okay. Un journal belge de Bruxelles. C'est un journal de droite, un journal qui est possédé par le clergé catholique de Bruxelles. Ça s'appelle Le 20e siècle. Donc, c'est un journal qui est beaucoup lu, qui a des positions officielles tranchées, de droite. Par exemple, on est pro-monarchie. Okay. On supporte la monarchie belge. On supporte également l'activité de la Belgique au point de vue colonial. Donc, on croit que la Belgique fait une œuvre humanitaire au Congo, puis dans ses activités de colonisation. Donc, c'est un journal qui ne remet pas en question les structures officielles de l'État. Okay. Très conformiste, très conservateur. Et puis, il est lu par une bonne partie de la population. Je dirais la frange bourgeoise, beaucoup de la Belgique. Et puis, dans les années 20, on va décider de créer un supplément pour la jeunesse. On va l'appeler le Petit 20e. Donc, une fois par semaine, il y a un supplément dans le journal Le 20e siècle. Et là, ce supplément-là est destiné à la jeunesse.
Donc, c'est là-dedans qu'Hergé va avoir, on va l'engager comme directeur du Petit 20e. C'est lui qui va s'occuper des pages jeunesse. Donc, de trouver des textes de littérature jeunesse, des jeux, différentes activités. Et lui-même va dessiner, va inventer son personnage de Tintin, qui va apparaître pour la première fois en 1929. Et comme il est né parmi les premiers, et puis son histoire va se poursuivre et le personnage va évoluer au niveau du dessin, mais au niveau aussi de ses... dans le fond, il va évoluer avec la population, il va changer de tendance. Oui, parce qu'il y a même des albums qu'il a redessinés complètement. Ah oui, on a remis les voitures au goût du jour, on a remis un peu l'ambiance comme s'il venait d'être fait, en fait. Oui, tout à fait. En fait, il y a un seul album qui n'a jamais été redessiné. C'est le premier de tous. En fait, dans les années 70, les collectionneurs l'ont redemandé, mais Hergé ne voulait plus que cet album-là soit publié. Pourquoi? Tintin au pays des Soviets. Donc, la première aventure, d'abord, l'histoire est plus ou moins intéressante. C'est un ensemble de péripéties. Tintin, avec son petit chien, vivent des péripéties qui ont pour but dans le fond, de montrer le mauvais côté de l'Union soviétique. Okay. Hein? On est dans un journal de droite et on est anticommuniste. Donc, Tintin, sa première aventure, on va l'envoyer en Union soviétique pour montrer comment ce pays-là est horrible et est dirigé par une bande par des bandits qui sont mus par leur intérêt personnel et puis qui asservissent le peuple russe qui s'est laissé avoir dans cette histoire-là. Donc, au point de vue du scénario, il n'y a aucune nuance. Ouais. D'ailleurs, Hergé ne s'est pas véritablement documenté là-dessus. Il a lu un livre anticommuniste sur les dangers du communisme, puis il a bâti son aventure là-dessus. Donc, c'est plein de clichés. C'est plein de clichés, c'est gros, c'est énorme comme affirmation. C'est sans aucune nuance. Donc, le dessin, d'abord. Le dessin, c'est très simpliste, là. On reconnaît les lignes. On reconnaît les lignes, mais on sait que c'est Milou, c'est Tintin. Mais on est dans un dessin extrêmement simpliste. Oui, c'est moins travaillé. Puis il n'a pas été retravaillé surtout. Parce que l'album suivant, Tintin au Congo, la première édition ressemblait à ça, mais il a été redessiné plusieurs fois et retravaillé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Tintin au Congo, le Tintin et le Milou ressemblent à tous les autres albums, vu qu'il a été refait plusieurs fois. Lui, il n'a pas été refait parce qu'Hergé ne voulait pas le refaire. Et les collectionneurs, il y avait une grosse demande. On l'a republié, mais il n'y a pas le même format que les autres. Ouais, on veut comme le mettre à part. On veut comme le mettre à part, pour faire comprendre que, bon, c'est peut-être une erreur de jeunesse. Tintin au pays des Soviets. Cependant, très intéressant à lire au point de vue politique. On montre justement... ça montre justement l'anticommunisme la perception qu'on avait de l'Union soviétique là, en 1929, à l'aube de la crise économique. À ce moment-là, Staline est au pouvoir et tout ça. Donc, on a une vision très négative de l'Union soviétique. Par la suite, Tintin va évoluer toujours dans les pages du Petit 20e jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale, on va redessiner les albums. Et là, on va faire véritablement des albums. En fait, Tintin ne paraîtra plus. Le Petit 20e n'existe plus après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, Hergé continuait à dessiner Tintin. Ce qui lui a valu bien des problèmes. On l'a taxé de collaboration parce qu'il a continué à publier les aventures de Tintin dans le journal Le Soir. Le Soir, qui est un journal collaborationniste. C'est-à-dire qui collaborait avec les Allemands et véhiculait les idées nazies. Est-ce que Hergé a été là-dedans naïf? Peut-être. Mais quand même, il en a subi les conséquences. Après la guerre, on a voulu qu'Hergé arrête toute activité parce qu'il avait collaboré avec les nazis. On l'a finalement réhabilité. Il y a de bons résistants qui ont endossé Hergé pour ses activités futures. Mais Tintin aurait pu disparaître là, en 1945. Là. Puis là, tu dis qu'il a été taxé de nazi, mais il était aussi taxé d'être misogyne, d'être raciste. Est-ce que c'est vrai tout ça, ou c'était juste quelqu'un de son époque? Ou... c'est ça. On en discute. Oui, on en discute. On en discute beaucoup. Hein. Il y a à travers le monde, il y a cet album-là, Tintin au Congo. Tintin au Congo, qui est le premier vrai album. Mais au point de vue du scénario, on est encore dans les débuts d'Hergé, là, on le sent. Là.
c'est une suite de péripéties où l'histoire est plus ou moins solide. On envoie Tintin au Congo dans une colonie, la seule colonie qui appartient à la Belgique, mais qui est immense. Ça va devenir le Zaïre et puis redevenir le Congo. C'est le plus grand pays d'Afrique. Et puis, Tintin, donc, va appuyer le colonialisme belge là-dedans. Donc, évidemment, on va voir les Africains comme on les voyait en 1930, au moment où l'album a été réalisé. Donc, il y a un côté très paternaliste où le blanc est très supérieur au noir. On montre de quelle façon les Blancs éduquent les populations locales. Et aujourd'hui, bien évidemment, tout ça, ça a très mal vieilli. Puis les idées aujourd'hui sont assimilées à du racisme pur. Ouais. Donc, dans certains pays, Tintin au Congo est carrément interdit. Cet album-là est retiré des tablettes. Dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis par exemple, on a retiré Tintin au Congo des tablettes, des livres destinés aux enfants. Parce qu'on considère que c'est un contenu qui doit être lu par des adultes avertis, qui doivent faire la part des choses entre ce qu'il y avait à l'époque puis aujourd'hui. Même ici, là, les Premières Nations sont allées de l'avant face à Tintin en Amérique. Tintin en Amérique. Qui dépeint les Autochtones d'une manière pleine de clichés. Oui. Mais il faut comprendre qu'Hergé a évolué. Hein. Oui. Ici, on est encore dans un Hergé qui réalise pas l'influence qu'il a. Il fait son travail du mieux qu'il peut. Il aime dessiner. Il ne sait pas non seulement à ce moment-là non plus la portée que ça va avoir Tintin. Ben non. Puis il n'a pas encore la portée extrêmement importante qu'il va avoir. Ça commence en Belgique, il est très populaire. En Belgique, il est très populaire. Tintin va devenir rapidement une vedette. Même avec au pays des Soviets, ça avait connu un très grand succès. Cependant, c'est pas la bande dessinée internationale qu'on va connaître. Mais rapidement, ça s'en vient. Les 3 premiers albums de Tintin, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Les cigares du pharaon, les histoires sont un peu simplistes. Puis on retrouve un Hergé qui est peu conscient de sa responsabilité auprès des jeunes. La responsabilité va venir avec cet album-là qui est incontournable dans l'œuvre d'Hergé. Le 4e, qui est le Lotus bleu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est la rédaction du Petit 20e qui décide d'envoyer Tintin en Chine. Il est allé au Congo, il est allé en Union soviétique, il est allé dans les pays arabes, dans le cigare du pharaon. Il est allé en Amérique. Oui, puis la suite de son voyage, c'est la Chine. On l'envoie en Chine, mais Hergé ne connaît rien de la Chine. Il ne sait absolument rien de la Chine. Alors, l'abbé Wallace, qui est le directeur du 20e siècle, va lui présenter un Chinois qu'il connaît, qui est étudiant à l'École des Beaux-Arts de Bruxelles, et puis qui est né en Chine, qui a vécu en Chine, et il étudie en Belgique. Il va le présenter à Hergé, il s'appelle Chang. Et Chang, c'est le début d'une très longue amitié, très profonde entre Hergé et Chang. Mais Chang, d'abord, va lui dire « J'espère que tu ne présenteras pas la Chine comme tu as présenté le Congo, comme tu as présenté l'Amérique, parce que tu as, Hergé, une mission sociale. Une responsabilité. Une responsabilité. De quelle façon les jeunes vont percevoir la Chine? C'est à travers ce qu'ils vont lire dans Tintin. Parce que la majorité des petits Belges n'iront jamais en Chine. Ils vont connaître la Chine à travers Tintin. Donc, je veux que si je t'aide, je vais te dire ce que c'est la Chine. Je vais t'expliquer c'est quoi la Chine, quels sont les enjeux, et tu vas réaliser un album où l'image de la Chine est telle qu'elle devrait être, et non pas une suite de clichés comme on a retrouvé dans les albums précédents. Et ça a marché, c'est un album fabuleux, un album rempli d'humanisme, et là-dedans, même très politique, parce que Hergé va soutenir la cause chinoise contre l'agression japonaise qui débute à cette époque-là. Oui. On va envahir la Mandchourie, et puis Hergé va prendre position pour les plus faibles là-dedans. Donc, ça tranche avec ce qu'on avait vu au Congo, par exemple. On a un Hergé qui est beaucoup plus impliqué dans son récit. Le récit est beaucoup plus intéressant aussi, plus cherché. Et à partir de ce moment-là, chacun des albums de Tintin vont avoir une valeur ajoutée, justement. Ces albums vont être plus cherchés, il va fouiller des détails, se documenter beaucoup, sans aller dans les endroits où Tintin va aller. Hergé n'a pas voyagé beaucoup. Il n'est jamais allé sur la Lune. notamment, il n'est jamais allé sur la Lune.
Mais avec la Lotus Bleue, c'est une nouvelle qualité de Tintin à laquelle on peut s'attendre, qui va durer jusqu'à la fin de sa carrière. J'aimerais ça qu'ici, on fasse attention à l'environnement. Et qu'on fasse notre part contre la pollution et le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça chez nous? Bienvenue chez vous. Christian Turpin, conseiller en environnement. Ici, on est un des leaders mondiaux en énergie propre. 99% de notre électricité est produite à partir de sources renouvelables. On va devoir amputer. Il parle beaucoup de ça. Ben, en parlant de Lune, là, je vais faire un petit insert parce que Tintin a été publié dans plusieurs langues. C'est une renommée mondiale, c'est pas nécessairement dans la francophonie. Et ici, je peux vous montrer un album que j'ai acheté en Hollande, donc qui est en néerlandais. Donc c'est Raket naar de Maan, c'est Objectif Lune, en fait, mais en néerlandais. Donc, ça a vraiment une portée internationale. Tintin est, est connu partout. C'est ça, c'était mon petit insert. Puis c'est intéressant parce que ce qu'on peut dire aussi, bien évidemment, Tintin a été publié dans plusieurs langues. Et à partir des années, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Tintin va vraiment accéder à une renommée internationale. Okay. D'abord, Tintin va être publié, bon, on a vu au départ, c'était dans le Petit 20e, puis ensuite dans le Soir collaborationniste. Après la guerre, on va lancer une nouvelle revue destinée à la jeunesse, qui va être une des plus populaires d'ailleurs en Europe francophone. Ça s'appelle le magazine, le journal de Tintin. Le premier numéro va paraître en 1946, où on va débuter un des épisodes peut-être les plus aimés de Tintin, qui est le Temple du Soleil, où on va aller chez les Incas. Donc Tintin va être en Amérique du Sud. Et puis c'est le début là, du journal de Tintin. Et chacun des albums de Tintin, à partir de ce moment-là, vont être publiés d'abord en feuilleton, donc dans le journal de Tintin, puis ensuite vont faire l'objet d'une publication sous format d'album, tous pareils, toujours le même format, 62 pages, chez l'éditeur Casterman, qui a toujours aujourd'hui les droits là, sur l'édition des albums de Tintin. Tintin, même aller sur la Lune, c'est bien avant que l'humain y aille, en fait. Bien avant que le premier humain pose le pied. D'ailleurs, il y a une image qui est célèbre, on en a fait un poster, où on voit Neil Armstrong qui débarque sur la Lune puis qui est accueilli par Tintin et le capitaine Haddock. Ouais. On va dire, finalement, Tintin est allé avant Neil Armstrong sur la Lune. Mais ça, c'est intéressant parce que la Lune, dans le fond, c'est un peu l'imaginaire de l'époque. Ouais. Tintin est l'objet... On peut faire l'histoire du 20e siècle à travers Tintin, parce que chacun des albums colle avec la réalité de l'époque. Oui, puis il va partout, là. Ah oui, il va partout, il va où il y a de l'action. Ouais. Par exemple, la Lune, c'est dans les années 50, et on parle de plus en plus, il y a Sputnik en 1957, on parle beaucoup de la recherche spatiale, de la possibilité que les hommes vont avoir d'explorer l'espace, et Hergé a voulu développer cet album-là autour du thème du voyage sur la Lune, alors qu'on n'en était pas là du tout. Là. Ça va se faire plus de 10 ans plus tard, le premier homme sur la Lune, et Hergé, mais déjà le programme Apollo existe. On est en train de développer... on ne l'a pas commencé, mais on pense déjà d'aller sur la Lune. On se demande toujours si c'est les Russes ou les Américains qui iront les premiers, parce que les Russes sont en avance à cette époque-là. Gagarin qui va être le premier homme dans l'espace. Donc, ce qu'on retrouve dans Objectif Lune aussi, c'est tout le contexte de la guerre froide. Oui. L'espionnage industriel, le méchant Jorgen, l'espion bordure qui veut voler les secrets du programme spatial SILDAV, parce que les albums sur la Lune se passent dans un pays imaginaire, la Sildavie qui a été inventée par Hergé. Et puis, c'est tout le contexte de la guerre froide, là, avec l'espionnage, et puis
On a l'impression que la bordurie, c'est un peu l'Union soviétique là-dedans. Donc, c'est tout ce contexte-là qui est extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant aussi de Tintin, c'est que c'est pas juste Tintin. C'est Tintin, c'est Milou, c'est le capitaine Haddock, c'est le professeur Tournesol, les Dupont-Dupont, c'est la Castafiore. C'est comme il y a une pléiade de personnages qui gravitent autour de Tintin aussi. Oui, ben, c'est l'univers qui se crée petit à petit. Au départ, on a Tintin et Milou. Mais rapidement, les autres personnages apparaissent, puis vont devenir récurrents. En fait, vont représenter différentes facettes au récit. Le Tintin, c'est... bon, les jeunes aujourd'hui le trouvent peut-être un peu sérieux, mais on retrouve toutes les dimensions dans Tintin. Il est comique aussi. Mais c'est pas le personnage de Tintin qui est comique. Le personnage de Tintin, lui, est généralement assez unidimensionnel. Ouais. C'est un héros qui fait tout correctement, il est chanceux, qui est parfait, il est chanceux. Toujours au bon endroit. D'ailleurs, il est capable de tout conduire, hein, ouais. de la voiture à la fusée lunaire, en passant par l'avion, les bateaux, il est omnipotent, Tintin. Mais ça fait un récit qui pourrait devenir lassant, parce que, bon, Tintin, il manque à mon avis, il manque de relief. Ouais. Ce relief-là, on va le retrouver à travers d'autres personnages. Les Dupont, par exemple, qui vont être les premiers à apparaître. Déjà, dans Tintin au Congo, ils apparaissent dans une case. Puis après ça, on va les voir de façon plus récurrente. Les Dupont, ben, c'est des policiers un peu bêtes. Pas mal. Pas très intuitifs. Gaffeurs, qui tombent un peu partout, qui s'enfargent un peu partout. Donc là, on est dans la dimension comique où, avant ça, ben, c'était seulement que Milou qui l'assumait un petit peu, ouais. Ce côté comique-là. Ensuite, on va avoir un personnage, à mon avis, le plus intéressant, qui est le capitaine Haddock, qui apparaît dans Le Crabe aux pinces d'or. Et là, c'est un personnage qui, lui, a beaucoup de relief. Un alcoolique, au départ, c'était ça. Un vieil alcoolique, mais que Tintin va réaligner sur le droit chemin et où on va sentir qu'il a un très grand cœur. Mais en même temps, c'est un caractériel. Il va insulter ses tout insultes le monde. Vont rester. Ses insultes sont célèbres. Il y a plein d'imagination pour ses insultes. Et puis, c'est le personnage très... au sang extrêmement chaud. Il va s'emporter sur tout. Souvent, il va faire des gestes qu'il va regretter parce qu'il est très impulsif et tout ça. Et c'est le personnage qui a le plus de relief. Mais en même temps, c'est l'incarnation de la fidélité pure. Il va suivre Tintin dans les plus grands dangers et tout ça. Donc, c'est le meilleur ami de Tintin. Mais en même temps, il a plein de défauts. Il est alcoolique. Son alcoolisme va faire qu'il va prendre des décisions, des fois, qui vont friser la catastrophe. Quand il décide, par exemple, de sortir de la fusée lunaire et de se retourner sur la Terre. Ouais, c'est vrai, ça. Donc, mais c'est, à mon avis, le personnage le plus intéressant. Puis, le scientifique taciturne, qui, on a l'impression qu'il ne vit pas au même rythme que les autres, qui n'entend pas la même chose d'ailleurs. Ouais. Il est sourd, il entend tout de travers, le professeur Tournesol, mais c'est la caution scientifique de tout ce qui se passe. La fusée lunaire, c'est lui, c'est un génie, professeur Tournesol, et puis un des amis fidèles, mais souvent, l'intrigue va tourner autour du professeur Tournesol. L'enlèvement du professeur Tournesol par les Incas. L'enlèvement encore du professeur Tournesol dans l'affaire Tournesol. La Lune, ben, c'est le projet du professeur Tournesol, c'est sa fusée. Donc, c'est lui qui va amener le jus à l'histoire. Mais en même temps, c'est un personnage aussi comique, mais un personnage extrêmement, qui a une très grande crédibilité scientifique. Puis, là, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais qu'on traite aussi, tu sais, à la mort d'Hergé, il était très, tu sais, justement, il n'y a pas de succession. On n'a pas pu continuer à faire des albums d'Hergé. Il y a eu des films, il y a eu des films avec des êtres humains qu'on n'en parlera pas beaucoup parce que c'était pas très bon. Oui, c'est ça, c'était plus ou moins réussi. Ouais. Là, on en revient avec des films d'animation, mais on sent que c'est compliqué de traiter. On sent que le nom Hergé est très protégé. Est-ce que je me trompe? Ah non, c'est probablement le personnage de BD le plus protégé au monde. Okay. Dans le sens que, on est pris avec d'abord une forme de respect dû à l'auteur qui ne voulait pas que son personnage lui survive. Okay. C'est-à-dire que oui, il lui survit, mais il ne voulait pas qu'il y ait de nouvelles aventures de Tintin. Tintin est mort en 1983, en même temps qu'Hergé. Ouais. Alors qu'Hergé est en train d'en réaliser un album, L'Alphard. On a publié les dessins.
Mais bon, c'est une aventure incomplète et tout ça. Et puis, on n'a que les crayonnés là, des aventures de Tintin et l'Alphard. Mais sinon, après, il n'y a plus rien. Ce qui fait que Tintin doit vivre, tenter de conserver sa notoriété en n'apportant jamais rien de nouveau. Ce qui est difficile. Bon, les émissions à la télévision, les films, les produits dérivés, puis ils sont contrôlés par une compagnie qui est très jalouse de l'image de Tintin. Ouais. En fait, cette compagnie-là a fait le pari que Tintin, ça allait être un produit de luxe. Tout est cher. Hein? Si vous voulez acheter un chandail Tintin, une figurine de Tintin, c'est parmi les jouets les plus chers. Et ça pourrait faire d'éloigner Tintin des jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas destiné à une clientèle populaire. Donc, avec le temps, peut-être que l'intérêt va... Exactement, diminuer, puis on le sent déjà depuis ça a été relancé peut-être un peu avec le film de Spielberg et Jackson. Encore que ce film-là a connu un beau succès dans le monde francophone, mais le monde anglophone est toujours un peu réticent à Tintin. Il est très européen, Tintin, oui, hein, très comme personnage. Et puis, bon, les éditions Moulinsart font en sorte que ça, Moulinsart, qui contrôle les droits, font en sorte qu'il est peu accessible, le Tintin. On ne peut pas acheter des produits pas chers de Tintin. Quelqu'un ne peut pas décider de développer des produits dérivés. Ça lui prend l'autorisation de la compagnie. Juste pour le film, puis, tu sais, t'es Steven Spielberg, puis ça y a tout pris. Oui, pour être tout à capable fait. de faire ça. Merci Jérôme, j'ai l'impression qu'on aurait pu parler de Tintin pendant 12 émissions. Ben oui. Écoute, mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. La semaine prochaine, on s'en va aux États-Unis et on va parler du comic book américain et du phénomène des super-héros. Merci Jérôme d'avoir été là. Merci à vous. Plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour parler BD. Bye bye.